bienvenue à tous et merci de votre participation. Et bonjour docteur Varia pour répondre à votre message. Pour tous ceux qui éventuellement qu'on n'aurait pas pu avoir, là on est déjà pas mal sur la plateforme. N'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas fait à vous signaler sur le chat pour qu'on vous identifie, pour qu'on sache surtout que vous nous entendez bien. Et nous, en attendant, on va commencer tranquillement à parler donc du webinaire installation à son poste travail sur écran. Je vais tout d'abord vous montrer qui on est, comme ça vous allez nous voir en visuel déjà. Je vais laisser mes collègues se présenter et puis après je reprendrai la parole. Allez Aurélie. Eh bien, bonjour, donc bienvenue à tous. Je suis donc Aurélie Daustrès, ergonome au sein du service de santé au travail Horizon Santé Travail. Je travaille sur plusieurs communes du 92 et je me joins à mes collègues aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que tout le monde se sent sûrement concerné, donc l'installation au poste de travail, que ce soit à son travail ou à son domicile. Bonjour à tous. Alors moi je suis Christelle Guédé, je suis assistante de prévention chez Horizon Santé Travail sur Nanterre et Rueil notamment. Et donc comme mes collègues, nous allons essayer de mieux vous faire comprendre l'aménagement de postes de travail sur écran et aussi chez soi, en plus du bureau. Et moi, je suis Mathieu Bouchard, je suis ergonome à Horizon Santé Travail, tout comme mes collègues. Et donc, nous allons tous les trois animer cette sensibilisation, ce webinaire travail sur écran, qui va être dans un premier temps général, puisque de toute manière, la posture reste la même que l'on soit chez soi ou au bureau. Et après, effectivement, on fera un focus sur le télétravail, puisque aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont amenés à travailler dans des conditions un petit peu particulières, puisqu'on n'a pas forcément les bons outils, on est peut-être assis sur sa chaise de cuisine, etc. Donc on va prendre un petit peu cette spécificité-là par un confinement un peu imposé rapidement. Donc on va discuter de tout ça. Euh, Aurélien, je veux bien que tu essayes de voir avec Julie, elle a un problème de connexion, si tu es toujours là Aurélien. Donc voilà, si tu peux gérer ça, ce serait parfait. Donc, je remets le PowerPoint et je vous propose que l'on avance. Donc, webinaire spécifique travail sur écran. Donc, c'est un module qui a été créé spécialement pour cette période de confinement. Donc, c'est quelque chose qu'on fait pour la première fois. Alors, on espère que ce sera fluide. Il y aura un questionnaire de satisfaction qui vous sera remis à la fin. Et c'est toujours intéressant d'avoir vos retours pour savoir un petit peu ce que l'on peut améliorer, ce qui va moins bien. En tout cas, on attend vos retours par rapport à ce webinaire. On va rentrer, alors je me suis trompé de flèche, on va rentrer rapidement sur la présentation d'HST. Je vais être rapide pour aller vraiment au vif du sujet derrière. Aujourd'hui, donc vous avez une équipe santé-travail qui regroupe évidemment un trinôme médical que vous avez, donc vous connaissez euh, donc votre médecin du travail. Vous avez également l'infirmier ou l'infirmière de santé au travail et l'assistante médicale qui sont là notamment pour assurer le suivi de santé. Ils font évidemment aussi d'autres actions, notamment des actions sur le terrain, évidemment. Et en plus de cette équipe-là, vous avez une équipe pluridisciplinaire qui est à votre disposition. Je vais vous mettre des liens juste après ma prise de parole que vous pourrez éventuellement reprendre pour voir un petit peu toutes les missions que l'on peut faire. Pour ça, vous avez donc une équipe pluridisciplinaire avec le médecin qui anime et coordonne. Donc c'est lui qui va nous missionner. Même si vous êtes demandeur, ça passe finalement par le médecin du travail qui va valider cette intervention et qui va nous missionner. Et il y a différents métiers. Donc il y a l'ergonome, donc c'est nos métiers à moi et à Aurélie. Il y a également des psychologues du travail qui sont aujourd'hui très sollicités puisqu'il y a une cellule d'écoute psychologique. Donc ils sont à votre disposition. Pareil, je vous donnerai un petit lien si vous souhaitez prendre contact ou donner les coordonnées à vos salariés pour qu'ils prennent contact avec la cellule de soutien psychologique. Nous avons également des techniciens hygiène et sécurité qui sont aussi pas mal mobilisés, notamment pour le document unique, puisqu'aujourd'hui c'est un document unique, ce document qui est obligatoire, vous allez devoir le remettre à jour par rapport au Covid-19. Donc pareil, ils sont vraiment mobilisés, ils travaillent actuellement sur la mise à jour de ce document unique. Vous avez les assistantes de santé au travail, donc comme Christelle, et qui travaillent notamment sur la fiche entreprise, sur le DU également, sur les visites d'entreprise également. Enfin, voilà, elle fait pas mal de choses également. Il y a une cellule de maintien en emploi aussi qui est à votre disposition. Donc pareil, je vous inviterai à aller voir plus spécifiquement ce que c'est que cette cellule de maintien en emploi si vous le souhaitez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif de cette cellule de maintien en emploi, c'est d'une part de maintenir la personne à son poste. C'est la priorité. Si ce n'est pas possible, comment on peut la maintenir
dans l'entreprise, et ensuite, si ce n'est pas possible dans l'entreprise, comment on peut la maintenir tout simplement en emploi. Donc, je vous ai mis notre site Horizon Santé Travail que vous pouvez aller consulter. Et ce qui est intéressant, notamment aujourd'hui, c'est que vous avez une page un petit peu réorganisée par rapport au Covid-19. Et donc, vous pourrez retrouver toutes les informations liées au Covid et à notre organisation. Donc, il y a toutes nos horaires de travail, toutes nos horaires d'ouverture, les numéros d'appel pour les cellules de soutien psychologique, les cellules liées à l'assistante sociale. Donc, vous pouvez vraiment contacter toutes ces personnes-là. N'hésitez pas à voir un petit peu comment on s'organise et comment vous pouvez nous contacter. Il y a également plein de choses aussi en lien avec le Covid, que sont les dossiers d'information. Donc, on a fait pas mal d'articles, on a fait pas mal de, voilà, on a fait pas mal de choses sur les bons réflexes, notamment les gestes barrières, et ensuite sur les bonnes pratiques, les risques psychosociaux, le télétravail, la nutrition, l'addiction. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet qui est vraiment complet, qui est vraiment aujourd'hui, en ce moment, adapté à la situation actuelle qui est la pandémie. Je vous mettrai les liens juste à la fin de ma prise de parole, qui est dans encore 2-3 diapos, mais je vous mettrai tous les liens après, vous pourrez vraiment les récupérer. Alors, pour introduire, qu'est-ce que l'on peut dire? Ce qui est déjà important, c'est que le travail sur écran ne nuit pas à la santé, dans le sens où c'est plutôt l'environnement qui est autour de vous qui va faire que vous allez adopter des mauvaises positions de travail. Et c'est cet environnement-là qui va engendrer différentes problématiques, comme par exemple les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Les troubles musculo-squelettiques, pour mieux cerner, c'est les problèmes au niveau, les problèmes au niveau des poignets, au niveau des coudes, les douleurs au niveau du dos. Également la fatigue visuelle liée au travail sur écran, parce que quand on travaille sur écran, on cligne moins des yeux, donc il y a l'œil qui s'assèche, etc. Pourquoi pas, et c'est une réalité aussi à prendre en considération, le stress, aigu ou chronique. Alors là, je vous inviterai à prendre contact avec nos psychologues si vous souhaitez plus d'informations sur cette notion de risque psychosocial et notamment de stress aigu et chronique. Et également les troubles veineux. Les troubles veineux, parce qu'on reste en position assise prolongée, donc le sang circule moins bien. Donc tout ça, c'est des choses que peut apporter, que peut générer le travail sur écran s'il n'est pas réalisé dans les conditions optimales. Une petite photo, pardon, un peu humoristique, on va dire. Effectivement, c'est cette grande girafe qui a un problème, c'est qu'elle s'abîme les yeux à cette distance de l'écran. Ce qu'il faut, à mon avis, comprendre sur cette photo, c'est pas tant la distance qui pose problème, c'est peut-être que l'environnement, notamment le poste de travail, n'est pas forcément adapté à sa morphologie. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, et non pas sur la distance œil-écran. Ce sera un point évidemment à aborder, mais la priorité, c'est plutôt l'adaptation de son poste à sa morphologie. Alors, excusez-moi, à chaque fois, je me trompe de touche pour déplacer la diapositive. Alors, les troubles musculo-squelettiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela regroupe des affections qui vont toucher toutes les structures liées à la périphérie des articulations. Donc, c'est vraiment tout ce que je disais, donc les muscles, les tendons, les nerfs, les ligaments, les bourses séreuses ou la capsule articulaire, les vaisseaux, etc. Mais finalement, ça se traduit par des douleurs au niveau des poignets, au niveau du dos, etc. C'est ces douleurs-là qui vont vraiment être impactantes et qui vont faire souffrir parfois vos salariés. Alors, qu'est-ce qui est le plus fréquemment touché? C'est le dos, les membres supérieurs et un peu plus rarement les membres inférieurs, notamment avec les genoux. Mais c'est vrai que principalement, on voit souvent des problèmes de dos, mais aussi des poignets, d'épaule. Enfin, c'est vraiment les choses que l'on rencontre assez fréquemment. Ce que l'on n'a pas noté, mais qui est aussi très fréquent, c'est les cervicales, qui sont également touchées. Donc ça, c'est vraiment les points majeurs, les principales problématiques que l'on rencontre, nous, quand on va sur le terrain avec Aurélie, pour faire nos aménagements de poste ergonomie. Alors, j'ai un souci pour faire passer les diapos, je suis désolé. Alors, il ne peut pas passer la diapo. Ok, excusez-moi, c'est reparti. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug avec mon PC, il ne voulait plus passer les diapos. Alors, quels sont les symptômes? Je l'ai déjà évoqué plus ou moins déjà précédemment. Ça se traduit souvent par des douleurs articulaires, les épaules, les coudes, etc. Des raideurs au niveau de la nuque. Souvent, c'est ce qui revient. Ça peut aussi se traduire par de la maladresse.
ou de la perte de force, les gens qui font tomber leurs clés. Alors ne paniquez pas si vous faites tomber vos clés, hein, c'est rarement dramatique, mais si vous voyez qu'il y a une perte de force, une perte de sensation au niveau des doigts et des mains, ça peut être un signe de troubles musculo-squelettiques. Donc en tout cas, il faut être vigilant à ces différents symptômes. Alors, avant de passer la parole à ma collègue, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On peut vraiment y répondre pendant le temps de parole. Donc, n'hésitez pas. Je te laisse la parole, Christelle. Merci Mathieu. Alors maintenant, nous allons voir ce que nous dit le Code du travail par rapport à tous ces aménagements et notamment les obligations de l'employeur. Donc, on a un article qui est vraiment primordial et qui est vraiment la base de ce que vous devez connaître et appliquer. C'est l'article L4121 du Code du travail qui nous dit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Alors, dans ces mesures, on va avoir effectivement des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information, de sensibilisation ou de formation des salariés, mais aussi la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Donc l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Donc il doit vraiment s'assurer de la santé, l'employeur doit vraiment s'assurer de la santé et de la sécurité de ses salariés. Alors, nous avons bien sûr d'autres articles dans la continuité de celui qu'on vient voir, notamment un aussi qui est important, qui rappelle les 9 principes généraux de prévention. Nous en avons un aussi qui va nous parler de l'évaluation des risques professionnels au travers du document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP, dont vous a déjà parlé Mathieu, et aussi avec la mise en place d'actions de prévention qui vont découler de ce document. Nous allons avoir aussi la prise en considération des capacités du salarié pour définir et mettre en œuvre les précautions nécessaires à la réalisation des tâches confiées. Et aussi, on a une réglementation sur les plans de prévention. Alors, là, on a vu les 5 principaux, mais il y en a d'autres aussi qui sont très importants. Il y en a 19, donc on ne va pas s'étendre, mais effectivement, sur les 19 là dont on vous a donné les coordonnées, en fait, ce sont des exigences au niveau de l'ergonomie qui concernent tout ce qui est l'organisation temporelle du travail au niveau du bureau, le logiciel, l'affichage, le clavier, la table, les équipements de bureau, etc., etc. Donc même ça, effectivement, c'est dans la réglementation. Alors, avant de vous parler un peu plus longuement de comment aménager son poste de travail, nous allons vous passer une petite vidéo, Napo, qui va vous montrer un petit peu de façon humoristique l'aménagement du poste de travail. Et ensuite, nous vous poserons une petite question. Donc, nous vous laissons regarder cette petite vidéo. Parfait. Je demande à mes collègues de couper le micro, sinon ça va parasiter la vidéo. Donc... Et ben c'est parti.
Je te laisse reprendre la parole, Christelle, tu peux. Mon micro, voilà. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon, tu peux y aller. Merci. Alors, maintenant que nous avons vu les tribulations de Napo avec son poste, avec notamment son fauteuil, justement, on va s'intéresser à la problématique du fauteuil. Et donc, je vais vous poser d'abord une petite question. Que commence-t-on à régler en premier en s'installant à son poste de travail? Alors, est-ce qu'on commence par l'écran, par le siège, les dispositifs d'entrée, clavier, souris ou autres? Alors, vous pouvez répondre sur le chat hein, si vous avez la réponse. B, par le siège, très bien. Je vois que tout le monde a... Apparemment, tout le monde est unanime. Voilà, bon, bah donc on va voir la réponse. Mais voilà, déjà bon, à première vue, tout le monde a l'air d'être... Effectivement, c'est la réponse. Voilà, c'est la réponse B. Effectivement, c'est le siège. Il faut absolument régler en tout premier le siège. Et une fois que vous avez réglé tout ça, effectivement, vous allez pouvoir vous occuper du reste. Mais il faut tout d'abord ajuster son assise avant d'ajuster le reste. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Aurélie. Très bien. Donc, du coup, vous avez été plutôt bon élève sur le choix de l'équipement premier à régler. Mais je doute fort que chacun d'entre vous connaisse vraiment son siège. C'est vraiment en fait la première étape. Quand on parle d'un aménagement de poste, l'objectif, c'est de pouvoir s'asseoir de manière correcte, la moins inconfortable possible. Donc, comme le disait ma collègue, ça sera donc dans un premier temps le siège. Ensuite viendront le reste, mais le siège, je pense qu'on n'a pas tous fait connaissance avec son siège. C'est quoi faire connaissance avec son siège? C'est de connaître ses différentes caractéristiques. Alors, évidemment, aujourd'hui, je pars du principe d'un siège de travail, un siège que l'on peut avoir à son poste de travail dont vous met à disposition votre employeur, pas forcément le siège que l'on peut peut-être avoir aujourd'hui au domicile quand on est dans une situation comme la nôtre en confinement et en télétravail un petit peu soudain, donc on n'a pas eu le temps de s'ajuster. On part du principe d'un siège que l'on a à son poste de travail au sein de son entreprise. Et si on a aussi cette chance de pouvoir avoir la même chose à la maison, bah c'est d'autant mieux pour vous et ça vous permettra aussi de vous ajuster dès maintenant sur votre installation. Alors, on parle de connaître son siège. Donc, comme je vous le disais, le principal point de départ de cet aménagement, c'est de connaître les différentes caractéristiques. Et certains sièges en ont beaucoup. Et plus il aura de caractéristiques, et plus il pourra s'ajuster en fait à votre morphologie. Parce qu'évidemment, on est tous de morphologies différentes, on est tous avec des besoins ou des contraintes différentes, des habitudes aussi différentes. Donc, l'idéal, en fait, il n'y a pas une posture idéale, parce qu'on a tous des besoins différents. Il n'y a pas le siège idéal, mais en tout cas, il y a celui qui va mieux s'ajuster à votre morphologie et à vos besoins. Et donc, en termes de critères, il y en a beaucoup. Certains sièges, certains en auront très peu. Donc, au niveau du réglage du siège, sur les critères, je ne sais pas si vous avez sûrement dû au moins faire ça, c'est régler la hauteur du siège. On s'installe à son poste. Je pense que, alors parfois même, c'est avéré que des personnes me disent je n'ai même pas cherché à régler mon siège, je me suis assis tel qu'il était proposé à mon poste quand j'ai pris mon poste pour la première fois et je ne l'ai même pas réglé. Et d'autres savent très bien que la manette qui est située sur votre droite, parce que les concepteurs ont décidé qu'on était tous utilisateurs droitiers, donc la manette de la hauteur se trouve sur votre droite, en dessous de l'assise, permet de régler donc la hauteur. Donc, je pense au moins que vous avez tous dû au moins une fois régler la hauteur de votre siège. En termes de critères de réglage, il y en a plusieurs. On peut partir de cette image. Donc, dès lors où vous avez réglé la hauteur,
je vais vous donner après les astuces pour savoir quelle est la bonne hauteur. Je vais quand même vous énoncer les différents critères de réglage possible d'un siège. Donc, certains sièges, vous pouvez régler la hauteur du dossier, c'est-à-dire monter au bas, la profondeur de l'assise donc vraiment réglée en fait grâce à une manette que vous allez trouver au bord de l'assise, très généralement ou sur les côtés, pour régler sa profondeur. Je la ravance ou je la recule le plus en arrière. Vous avez également l'inclinaison du dossier pour l'angle. Hein. Est-ce qu'on veut rester droit? Est-ce qu'on veut être plus incliné vers l'arrière? Ou est-ce qu'on peut aussi, parce que vous avez des systèmes de bascule, vous pouvez relâcher complètement les tensions et avoir un dossier avec une grande ouverture. Et puis, vous avez aussi des accoudoirs, certains sièges qui sont dotés d'accoudoirs. Donc, même les accoudoirs ont aussi des réglages de hauteur, certains de profondeur, et ils peuvent aussi également pivoter. Ce n'est pas le cas pour tous les sièges. Là, je vous donne toutes les caractéristiques possibles. Peut-être dans ceux que je vous ai cités, vous allez me dire ah ben moi j'ai que la hauteur, ah ben moi j'ai la hauteur, mais j'ai pas, j'ai tous les autres critères, mais j'ai pas du tout d'accoudoir. Donc on va vous donner au fur et à mesure toutes les astuces pour pouvoir justement régler en fonction des critères de votre siège actuel. Donc si on part du petit schéma, l'astuce première c'est donc je viens m'asseoir au fond de mon siège, le dos bien calé contre le dossier, ça c'est la première démarche à faire. Je m'assois et je viens chercher à régler la bonne hauteur. La bonne hauteur, c'est pas compliqué. On prend la règle des 90 degrés. On va chercher les angles de confort ou de moindre inconfort. Donc, on va relever de telle sorte où, quand vous allez poser vos avant-bras, on part du principe que vous allez mettre dès le départ vos avant-bras sur le bureau, sur votre table, surface de bureau, et vous allez remonter le siège de telle sorte où vous avez un angle à 90 degrés entre votre avant-bras et vos épaules. L'objectif vraiment principal pour éviter ce que disait Mathieu au démarrage, tout ce qui est tension musculo-squelettique, c'est de bien libérer les épaules et de garder les épaules basses. Si vous réglez trop, vous risquez en fait d'avoir les coudes dans le vide, et si vous êtes trop bas, vous avez les épaules surélevées. Et ce sont ces postures maintenues qui sont néfastes avec le temps, à moyen et long terme. Donc, dès lors où j'ai la bonne hauteur en fait de mon siège déjà, c'est un premier point de départ. J'ai mes 90 degrés avec mes avant-bras et mes épaules. Dans un idéal, donc, je pars du principe que j'ai aussi des accoudoirs. On peut faire de telle sorte, donc, de remonter les accoudoirs pour qu'ils viennent eux aussi dans le prolongement de la table de bureau. J'ajusterai sur une autre slide où on abordera un petit peu plus les accoudoirs parce que certains ne sont pas réglables ou n'ont pas les réglages possibles par rapport à ce que je vais vous indiquer dès maintenant, ce qui fait que ça peut engendrer d'autres contraintes. Donc, je vous donnerai des astuces. Donc, je pars du principe que j'ai des accoudoirs, je viens les remonter aussi de telle sorte qu'ils viennent dans le prolongement de la surface du bureau pour que je puisse positionner mes avant-bras sur ma table de bureau et mon coude, comme l'indique son nom d'accessoire, et bien poser mes coudes donc sur les accoudoirs. Pour le dossier, si je peux le régler, l'objectif est de couvrir la plus grande surface de votre dos. Plus vous aurez d'appui sur votre siège il est là pour vous soutenir. Il faut que vous ayez le plus d'appui de votre corps dessus, ça vous évitera de contracter, d'avoir des tensions musculaires et en fait de vous apporter le soutien nécessaire. Attention parce qu'il y a certains dossiers en fait qui ont une forme un petit peu incurvée et l'objectif c'est que la partie lombaire, donc la partie basse du dos, soit bien calée au fond du siège. Parfois, on a tendance à remonter un petit peu trop haut le dossier et du coup, on a comme un creux au niveau des lombaires. Et le dossier n'a pas forcément toujours un soutien lombaire. Quand il en a un, c'est l'idéal. Mais s'il n'en a pas, l'objectif, c'est focaliser-vous plus au niveau des lombaires. Et après, si vous avez la possibilité d'avoir aussi tout ce qui est partie haute du dos, donc les omoplates, les dorsaux soutenus, c'est encore mieux. Donc, plus j'aurai d'appui sur mon dossier, donc du coup, je vais chercher aussi la règle des 90 degrés pour mon dos, donc de créer un angle à 90 degrés. Alors, l'angle de confort, on dit entre 90 et 110, 120 degrés par rapport à sa morphologie. Si on est morphologie d'un petit peu plus corpulent, on peut ouvrir un petit peu plus l'angle, ouvrir un petit peu plus le bassin. Donc, n'hésitez pas, si être trop droit, ça peut être gênant et inconfortable pour vous, d'ouvrir un petit peu plus l'angle
du dossier. Et ensuite, au niveau de l'assise, ça c'est un vrai atout de pouvoir régler l'assise parce que on est tous, comme je l'ai indiqué au départ, de morphologies différentes. L'objectif, c'est de bien soutenir l'arrière des cuisses. Donc, plus je vais avoir de surface dessus, en fait, de mon corps dessus, plus je serai soutenue. Parfois, les hommes qui font plus d'1m85 se retrouvent avec les jambes à moitié dans le vide, alors que l'assise peut se ravancer pour couvrir un peu plus leurs jambes. L'objectif est de couvrir suffisamment, tout par contre, en libérant l'arrière des genoux qui s'appelle le creux poplité. Donc là, comme on voit sur le schéma, il y a un petit espace pour vous donner une petite astuce. Vous prenez un point, vous mettez au bord de votre assise, de l'assise, et il faut qu'il touche en fait l'assise et le creux de votre genou. Ça vous laisse à peu près l'espace de confort. Voilà. Donc, ça libère en fait le flux sanguin, ça vous évite les fourmillements de jambes, la sensation de jambes lourdes. Il y a repose-pied. Alors, la question du repose-pied est intéressante parce que souvent, lorsque l'on fait des aménagements de poste, on nous dit « Ah, moi, j'ai tout ce qu'il me faut, mais par contre, j'ai pas de repose-pied. » Le repose-pied, son objectif premier, il est là en fait pour vous permettre d'avoir un appui des pieds dès lors que vous avez réglé suffisamment haut votre siège par rapport à votre morphologie, où vous avez bien la règle des 90 degrés avec vos avant-bras. Et si dès lors où j'ai la bonne hauteur, mais que ma morphologie ne me permet pas d'avoir des pieds bien ancrés dans le sol, le soutien nécessaire dans le sol, les pieds un petit peu dans le vide, c'est là qu'il y a du sens d'utiliser un repose-pied pour dire maintenant, je peux récupérer en fait un soutien et garder l'angle à 90 degrés. Parce que si vous avez les jambes dans le vide, si vous avez des pieds sur la pointe des pieds ou malheureusement pour beaucoup, si vous mettez vos pieds sur les piétements, donc les petites branches avec les roulettes de votre siège, là vous êtes en fermeture de jambes et vous êtes en train d'obstruer le flux sanguin, là c'est vrai que c'est pas la meilleure posture. Et le repose-pied a du sens vraiment pour ses besoins. Après, pour d'autres pathologies particulières, pour des personnes qui ont besoin de tendre un peu leurs jambes ou de surélever par rapport à des problèmes veineux, n'hésitez pas. Effectivement, ça peut être utilisé pour cela, même si vous avez la bonne hauteur. Est-ce que c'est plutôt clair pour vous ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été très bien compris que vous souhaiteriez que je revienne sur le siège? Super. Alors. Très bien. Alors, la suite. Pardon, excuse-moi, j'ai parlé dans le vide, j'avais coupé le micro. J'ai une personne qui me précise d'être arrivée en retard et c'est très bien, vous êtes connecté et merci d'être venu. Cette personne-là me demande si ce sera mis en replay. Et je confirme que ce sera mis en replay puisque nous enregistrons le webinaire et il sera accessible sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez la partager à vos collègues, à vos collaborateurs. Enfin vraiment, ce sera accessible sur notre chaîne YouTube. C'est Aurélien Matt qui va se charger de cette partie-là. Il est en train d'ailleurs d'écrire, mais vous pourrez effectivement le consulter. Très bien. Voilà. Donc on parle de posture, comme je vous l'ai indiqué, de moindre inconfort parce que la posture de confort idéale n'existe pas réellement. Hein. Je vous dis, on a tous des besoins, une morphologie différente. Donc, l'objectif, c'est vraiment de choisir la posture la moins inconfortable possible. De toute façon, l'homme n'est pas fait pour être naturellement assis. Hein, donc, il se positionne mieux quand il est debout. On a une meilleure posture parce que c'est notre posture initiale. Bien s'asseoir, ça demande de réfléchir, ça nous de dire bon, je m'assois bien au fond de mon siège, je m'appuie bien sur mon dossier, je repose bien mes avant-bras sur mes accoudoirs. Voilà. L'objectif, c'est que dès lors où vous allez régler, donc sur la sédentarité d'un poste, parce que je sais que maintenant on met en place sur des postes un petit peu plus de type desk, mais bon, ça vous demandera à chaque fois un ajustement. Mais l'objectif, c'est que dès lors où il est réglé, votre siège, c'est vous. Vous allez vous rasseoir, de bien vous rasseoir, mais normalement, il est réglé en fonction de votre besoin au départ. Et en fait, il n'y a pas lieu qui change. Sauf pour nous, les femmes qui varions nos chaussures, puisque si on règle son siège avec des chaussures
plates, eh ben, on aura une certaine hauteur de siège. En revanche, si le lendemain, on met des chaussures à talons, il va falloir justement réajuster. Mais vous en rendrez compte naturellement. Donc, du coup, on parle de posture de moindre inconfort. Sur le premier schéma, donc la position debout, voilà, la colonne, elle se pose ainsi, et vous avez vu comment elle doit se positionner quand on s'assoit. Effectivement, beaucoup de sièges maintenant, dans des sièges classiques, hein, sans parler d'un siège avec une spécificité, on retrouve des soutiens lombaires de différentes manières. Alors, sur des dossiers avec des revêtements de type mousse, elles sont incluses, elles ne sont pas visibles, peut-être palpables parce que ça fait comme un bourrelet supplémentaire. Donc, elle vient compenser le creux de notre colonne vertébrale au niveau des lombaires. Donc, ça, vous avez ça sur ce type de siège. Sur les sièges, vous avez des dossiers toile tendue, un peu type résille. Vous avez une sorte de lamelle qui vient se glisser, qu'on monte, on descend, on se dit, ah bah c'est vrai, il y a une lamelle, mais je ne sais pas trop à quoi elle sert. On vient, en fait, on peut l'attraper de chaque côté, on la fait glisser et on vient chercher à compenser finalement, en fait, cette courbe dorsale de notre colonne pour venir compenser le creux. Voilà. Et puis, du coup, bah, la position de la colonne vertébrale se met beaucoup mieux, et en fait, c'est souvent parce que la position assise avec le bassin, avec cet angle, est sursollicitée au niveau des lombaires, donc c'est vraiment la zone qui est souvent très sollicitée. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, des fois je vois des gens qui commencent à écrire et qui se reprennent, Oui, n'hésitez pas. Je m'arrête sur la slide. On s'arrêtera sur la slide ou on reviendra sur la slide, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Alors, cas particulier, voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, certains d'entre vous se sont sûrement dit, alors moi j'ai un siège, mais alors j'ai le siège le plus lambda possible, c'est-à-dire j'ai juste la hauteur et aucun réglage. Effectivement. Alors, il y a des comptes. L'avantage, c'est d'avoir honnêtement un siège avec des accoudoirs réglables. Pourquoi ? Parce que finalement aussi, les accoudoirs, ils peuvent être un frein sur une bonne posture en fonction aussi de la forme de votre bureau. Alors, si on a des accoudoirs, parce que vous allez me dire, mais moi j'ai des accoudoirs, mais je ne sais pas vraiment si c'est des accoudoirs. En fait, c'est des accoudoirs qui peuvent être déjà intégrés à votre siège, hein, qui ne s'enlèvent pas, hein, parce que dans les sièges plus récents, on peut les enlever, on peut les monter, comme je vous ai dit, les différents réglages. Mais il y en a certains qui ont une forme, peut-être que ça vous parle, un petit peu arrondie. C'est un morceau de plastique arrondi qui vient quand même faire son travail de soutien, mais qui n'est pas très confortable, qui a un revêtement un petit peu, un peu plastifié, quoi. Et du coup, on ne peut pas les régler. Et souvent, on se dit, mince, ça vient buter contre le bureau. Alors du coup, je fais en sorte soit de m'en séparer et on les fait démonter. Et pour certains aussi, il y a les accoudoirs qui ne montent pas suffisamment haut. Et du coup, pareil, ça bute à un mauvais endroit du bureau. Et quand ça bute, ça crée un écart entre vous et votre surface de bureau. Et du coup, ça va avoir un impact sur les autres équipements que nous allons voir par la suite. Donc, si jamais mes accoudoirs ne sont pas réglables de telle sorte à ce que je puisse venir me mettre en fait contre le bureau avec la profondeur souhaitée, parce que certains montent bien, mais du coup, je dis, ils montent bien, mais je suis trop éloignée. Vaut mieux, moi je recommande, soit je les descends, je m'en sépare, mais cependant ça va vous demander de revoir quand même cet appui que vous aviez grâce à vos accoudoirs et de venir le chercher sur la surface du bureau. Pourquoi ? Parce que vous allez relâcher au moins comme ça vos épaules, vous allez limiter les tensions au niveau des épaules et vous allez éviter les douleurs que l'on peut souvent ressentir au niveau des dorsaux et des cervicales. Quand on a mal à ce niveau-là et au niveau des épaules, une mauvaise posture liée justement à des accoudoirs qui restent, à des coudes qui restent dans le vide peuvent participer à ce type de contraintes. Donc, sur l'absence d'accoudoirs ou sur des accoudoirs qui ne sont pas réglables, je vous invite vraiment à vous rapprocher le maximum de votre surface de bureau pour venir en fait rétablir cet appui sur la surface du bureau. Après, quand on parle de conception de certains plans de travail, peut-être que certains d'entre vous, aujourd'hui, on est plutôt sur des équipements en termes de mobilier, plutôt des bureaux droits. Mais il arrive encore qu'il y ait en fait des formes un petit peu différentes. Vous savez, des bureaux avec un retour, avec en forme un peu arrondie. Et ça, le problème de ce type de forme de bureau implique que les accoudoirs viennent buter dans un mauvais endroit du bureau et vous éloignent à nouveau de la surface de votre bureau.
Donc, pareil, pour ce type de configuration, on est plutôt à préconiser de ne pas s'en servir, mais de venir prendre appui bien de vos avant-bras le maximum sur la surface du bureau. Est-ce que c'est OK pour vous? Pas de questions? Alors, effectivement, donc c'était le point de départ, hein, la position assise, parce que dès lors où j'aurai bien réglé cette position assise, le reste des équipements vont s'ajuster en fait à moi, opérateur, utilisateur du siège. C'est pas à moi de m'adapter à tout le reste, parce que c'est ce que font en général les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité ou qui ne savaient pas qu'ils pouvaient régler son poste de travail. Et du coup, en fait, c'est vos équipements, c'est tout ce qui va se passer autour, c'est votre environnement qui va vous amener en fait à avoir des mauvaises postures. Donc, votre point de départ, c'est votre siège. Et par la suite, on pourra réajuster le reste. Alors, effectivement, là, ce que vient de vous dire Aurélie, c'est la théorie. Ça a l'air très facile à mettre en place, de se dire, bah, je vais me mettre au fond du siège, je vais me mettre les bras à 90, etc. Et pourtant, c'est ce que les salariés ont énormément de mal à faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont eu l'habitude de s'asseoir au bord du siège ou de se pencher vers l'avant, etc. Enfin, il y a différentes contraintes que l'on voit très régulièrement sur les postes de travail. Et finalement, ça va être extrêmement difficile à faire changer. Ça va peut-être même le plus difficile, parce que ce sont même des habitudes. Vous avez l'habitude de travailler au bord du siège, vous avez l'habitude de travailler penché vers l'avant. Et ce travail-là, c'est un travail que vous devez faire vous-même et qui va être vraiment difficile. Parce que quand on a pris cette habitude-là, se dire il faut que je m'installe au fond de mon siège, les gens ils nous disent souvent mais je ne vais pas pouvoir travailler comme ça, c'est pas une position de travail. Mais en fait, si, c'est l'autre position, la position sans soutien lombaire, qui n'est pas vraiment une position de travail, parce que vous faites mal au dos, vous faites mal au cou, vous faites mal au poignet, etc. Donc c'est vraiment cette position de travail qu'il faut réussir à faire comprendre et à réussir à adopter pour être le mieux installé possible, la position dite de moindre inconfort. Ça, c'est vraiment votre challenge ou le challenge de vos salariés. Essayez de modifier leurs habitudes. Ça peut être des petites piqûres de rappel, ça peut être intéressant d'avoir toutes les heures, toutes les 2 heures, de se dire bah tiens, comment je suis installé. Maintenant, on va passer donc au clavier et à la souris. Alors, comme tu l'as dit Aurélie, une fois qu'on a assis, une fois qu'on a pris tous les réglages, qu'on a peut-être même regardé la notice qu'il y avait sous le siège ou peut-être dans le caisson de rangement, une fois qu'on a fait tous les réglages, il est essentiel de ne plus y toucher, en tout cas le moins possible. L'intérêt, c'est de se dire comment j'aménage le reste par rapport à cette position de travail-là. Souvent, quand on aménage les postes, quand on règle les postes, quand on règle les sièges, les gens à la fin nous disent bah oui, mais mon écran là maintenant il est trop bas. Et on leur dit bah oui, effectivement il est trop bas, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Je descends mon assise. Non, surtout pas. On va plutôt rehausser l'écran. Ou si le clavier est trop loin, on va le rapprocher. Donc c'est vraiment la position de travail de référence qu'il faut garder. Et ensuite, vous adapterez les outils en fonction de ça. On va commencer par le clavier. Parce que finalement, une fois que vous êtes bien installé, que vous avez mis vos bras à 90 degrés le long du corps, que vos bras reposent un peu sur les accoudoirs s'il y en a et un peu sur le plan de travail, finalement, le clavier va se positionner là où tombent naturellement vos mains. Naturellement vos mains, ça veut dire quoi? Ça veut dire environ finalement 10-15 cm du bord du bureau. Je passe la diapo, excusez-moi. 10-15 cm du bord du bureau. Ça, c'est quand on a des accoudoirs. Si jamais on n'a pas d'accoudoir, ce que vous allez pouvoir faire, donc, c'est repousser un peu le clavier. Donc, on va arriver à peu près à 20-30 cm du bord du bureau et vous allez pouvoir reposer environ la moitié de l'avant-bras sur le plan de travail. Au bord du bureau et vous allez le placer face à votre écran d'ordinateur. Alors, on verra qu'il y a une petite subtilité selon qu'on a 1 ou 2 écrans, même 3. On ne parlera pas forcément. Si besoin, on y répondra s'il y a des situations qui vous correspondent chez vous. Mais effectivement, on va placer son clavier face à l'écran d'ordinateur à 10-15 cm du bord du bureau. Et idéalement, en tout cas c'est vraiment ce qu'on recommande, c'est de retirer les ergots qui sont sous le clavier. Les ergots, c'est ce qui permet un petit peu les touches. Pourquoi on demande à éviter cela? C'est ce que montre un petit peu le schéma à droite en rouge. C'est que ça crée une cassure du poignet, ça crée souvent un moment d'extension du poignet. Ce moment d'extension du poignet, il est générateur potentiellement de 2 choses. Des tendinites au niveau du coude, puisque vous avez travaillé sur les extenseurs des doigts, du poignet. Donc ça peut créer une épicondyle, la tendinite du coude. Et ça peut aussi créer une compression du canal carpien. Donc c'est vraiment au niveau du poignet cette fois-ci.
Donc ça, c'est vrai que les ergots, on essaye de les mettre le plus à plat possible pour finalement respecter le petit schéma avec la croix verte. C'est-à-dire que les poignets n'ont pas de cassure, c'est vraiment dans le prolongement du bras. Avoir le... Alors, excusez-moi, il y a Jeannot qui a des difficultés, donc je regardais ça. Bon, en tout cas, l'idée, elle est vraiment là de ne pas avoir de cassure du poignet. Pareil, parfois, on voit des déviations sur les côtés des poignets, donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter et de vraiment garder ces poignets dans le prolongement du bras et dans les zones de confort. Ça, c'est vraiment essentiel et c'est vraiment important d'avoir cela en tête. Si on en vient à la souris, la souris, elle va se placer à côté du clavier, à 10-15 cm du bord du bureau. Donc toujours, puisque c'est comme à côté du clavier, mais vraiment à côté du clavier dans le prolongement du bras. C'est vraiment ça qui est important. Vraiment positionner votre souris à côté du clavier dans le prolongement du bras. Une souris qui est trop loin, vous allez éloigner votre bras. Une souris qui est trop sur le côté, vous allez avoir une rotation de l'épaule. Donc vraiment dans le prolongement du bras. Ce qui est aussi important, c'est de choisir une souris adaptée à la taille de sa main. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas forcément trop les souris portables, parce qu'elles sont souvent petites. Et souvent, ça peut créer des crispations. On va vraiment tenir sa souris, on va être crispé dessus, ça pourrait éventuellement générer des douleurs. Donc c'est pour ça qu'autant que possible, on va choisir une souris qui est adaptée à la taille de sa main. Globalement, c'est quoi une souris adaptée à la taille de sa main? C'est que quand je la repose dessus, il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de crispation, et mes doigts vont arriver naturellement au bout des touches et je vais pouvoir cliquer sans aucun effort. C'est comme ça, globalement, qu'on peut se rendre compte que la souris est à la bonne taille. Ensuite, ce qui est indiqué sur le PowerPoint, c'est également de privilégier les raccourcis clavier. Tout simplement parce que l'utilisation de la souris de manière intensive va générer des tensions éventuelles au niveau du coude. Ça peut paraître particulier, mais effectivement, on va travailler sur les doigts et les extenseurs notamment. Et le fait de cliquer régulièrement peut générer des contraintes au niveau de l'épicondyle, donc au niveau du coude, et potentiellement des tendinites. Donc c'est pour ça que, autant que possible, on utilise des raccourcis clavier que l'on connaît. On peut également regarder, il y a des choses qui sont très bien faites maintenant pour avoir un résumé des principaux raccourcis clavier. Après, c'est ce que je disais sur... alors, difficile d'avoir des tailles de souris différentes, c'est vrai. Normalement, il en existe sur le marché. Voilà. Dans les entreprises, Aurélie est en train de répondre, donc c'est parfait. Je laisse Aurélie répondre sur le chat. Donc, c'est vrai que ce que l'on voit souvent, c'est deux cas de figure. Soit la souris, voire même le clavier, est éloigné du bord du bureau. Ce qui fait que forcément, je vais devoir tendre le bras pour saisir ma souris ou pour atteindre le clavier. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre en tension mes trapèzes et mes deltoïdes sur toute la journée de travail, et donc ça peut créer vraiment des tensions au niveau du haut du dos et des épaules. Donc vraiment, on rapproche tous les outils dans les zones de confort pour avoir les bras à 90 degrés et le long du corps. C'est vraiment très important. L'autre possibilité, quand on place ces outils trop loin, par exemple, c'est pas de tendre le bras cette fois-ci, mais plutôt de se pencher vers l'avant. Et ce que montre le petit schéma, c'est que plus je vais me pencher vers l'avant, plus les pressions au niveau de mon dos vont être fortes. D'où l'intérêt, encore une fois, de rester vraiment adossé le plus souvent possible contre le dossier de son siège. C'est vraiment pas quelque chose de facile à adopter quand on n'a pas l'habitude, mais pourtant c'est vraiment la base et c'est l'essentiel de la posture de travail. Si vous arrivez à rester le dos contre le dossier, ce sera déjà très très bien. La troisième étape, je pense que c'est à toi, Christelle. Non, c'est à moi. C'est à toi, pardon, excuse-moi Aurélie. Je reprends la main. Effectivement, donc on a abordé le siège, le clavier et maintenant la continuité de nos équipements, l'écran et les documents annexes, les supports papier. Alors, l'écran, on a mis un S parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour plus de confort, on utilise souvent dans les sociétés le double écran. On l'abordera par la suite, hein, je préfère anticiper. L'écran, il y a plusieurs astuces pour bien le régler, mais surtout des critères à prendre en compte. Donc, on part du principe qu'on a son ou ces deux écrans ou ces trois écrans. Je ne vais pas rentrer dans
dans le détail du double triple écran. Ma collègue va le faire par la suite. Est-ce que vous avez une petite idée sur quels critères on va régler en fait son écran? Est-ce qu'il faut que ce soit au niveau des yeux? Est-ce qu'il faut qu'il soit le plus bas possible? Est-ce que c'est en fonction de sa vue parce qu'on porte des lunettes? Voilà. Est-ce que vous connaissez peut-être les critères? Des réponses A, une réponse C. Vous êtes plutôt pas mauvais du tout. Effectivement, il y a des bonnes réponses dans cette conversation. Alors, voilà. Premier critère, effectivement, au niveau des yeux. Il faut que votre écran, vous avez le contour de votre écran, vous avez l'interface en elle-même et vous avez le contour. Donc, il faut que le contour, c'est-à-dire la partie la plus haute de votre écran, quand vous avez la tête fixe face à votre écran, donc comme je suis là actuellement, que dans ma ligne horizontale, mon champ visuel, je vois en fait le haut de mon écran. Ma tête doit être fixe, mais en fait souple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sois complètement raide, complètement figée dans ma posture. Il faut que ma tête, elle soit fixe. Il faut que mon regard, en fait, soit placé sur le haut de l'écran. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute la prise d'information va être en plongée, va être visuelle. On va utiliser notre vision périphérique et on va utiliser aussi notre vision centrale. Donc, très souvent, quand les écrans sont au haut, le menton est donc surélevé et du coup, on est en extension de la tête. Et quand les écrans sont trop bas, on est en fermeture de la tête. Et du coup, cette posture-là, toute la journée, en fait, la posture est maintenue. On sursollicite les cervicales et donc des douleurs qui se génèrent au niveau de la tête et des épaules, des trapèzes. Donc, ça a vraiment, vraiment une grande importance de bien régler la hauteur de ces écrans. Un autre critère, en fait, au niveau de l'écran, comme vous l'aviez indiqué, c'est aussi par rapport à sa vision. Parce qu'en fonction de sa vision, on va devoir la réajuster. Et effectivement, la vision, on parle souvent pour les personnes qui ont des verres progressifs, parce que la progression est en bas des verres. Et ça peut être parfois pénible, parce que, en fait, pour pouvoir ajuster, on est sur une vision intermédiaire quand on travaille sur écran. Et du coup, c'est pas vraiment adapté à des verres progressifs. Soit on en parle à son opticien, on dit que moi, dans mon activité, je travaille toute la journée sur écran, est-ce que je peux avoir des verres intermédiaires pour le travail sur écran? Ou bien, il existe des verres dégressifs. Alors, c'est pas forcément toujours proposé par les opticiens, c'est pas un coût supplémentaire, mais c'est bien d'en parler et puis ils sauront mieux vous conseiller par rapport à ça. Moi, j'ai pas forcément une préférence ou un conseil, une recommandation particulière sur plutôt des verres intermédiaires ou des verres dégressifs. C'est vraiment en fonction aussi de vos contraintes visuelles qu'il faudra bien en parler avec votre opticien. Mais surtout parce que souvent, les personnes qui portent des verres progressifs vont mettre l'écran soit bien trop bas ou soit bien trop haut pour pouvoir réajuster avec les verres. Ce que nous on recommande, du coup, effectivement, par rapport à la posture initiale de la tête fixe avec le haut de l'écran, on va demander de le mettre quand même un petit peu plus bas. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur la diapo précédente? Voilà. Donc, du coup, j'ai cette hauteur-là pour la bonne posture, mais la distance, alors, bon, en termes de chiffres, on dit entre 50 et 70 cm. Je ne pense pas qu'on ait un compas ou une règle dans l'œil. C'est pas évident de se dire. La petite astuce, effectivement, c'est je tends mon bras. Alors, évidemment, ça varie en fonction de la taille de vos écrans. Pour les écrans bien plus importants, n'hésitez pas à reculer un peu plus. Mais la petite astuce, c'est dès lors, donc, comme je vous ai dit, où je suis bien en appui, je suis bien placée. C'est pas quand je suis reculée sur mon siège, c'est quand je suis en posture de saisie, par exemple. Je dois, quand je tends mon bras, regardez, c'était le cas pour moi, je tends mon bras et là, j'effleure mon écran. Ça, c'est une petite astuce, en fait, qui donne à peu près la distance moyenne de confort entre votre œil et votre écran. Évidemment, ça va avoir un impact après sur la position quand on a plusieurs écrans. Mais ça, on y reviendra plus tard. Idéalement, les écrans perpendiculaires, oui. Alors, les écrans perpendiculaires, le placement des écrans, ça a aussi une grande importance parce que, effectivement, parfois, on n'a pas la possibilité de pouvoir ajuster son bureau, surtout quand on est dans des bureaux partagés ou dans des open space. Mais si vous avez la chance d'avoir votre poste perpendiculaire
une fenêtre, donc à la lumière naturelle, vous êtes dans une position qui serait moins d'inconfort. En fait, l'inconfort, c'est quand vous avez des reflets sur vos écrans. Si vous avez de la lumière directe qui vient se refléter sur l'écran, bah, ça vous fait comme une tache. Et là, c'est très fatigant visuellement. Donc ça, c'est aussi très important. Donc, ce qu'il faut faire quand on n'a pas la possibilité de pouvoir réajuster son bureau et être perpendiculaire à une fenêtre, on va travailler un peu sur les stores, donc travailler sur l'éclairage naturel. On va essayer de descendre de telle sorte qu'on n'est pas ébloui, d'ajuster donc la lumière naturelle, mais aussi au fil de la journée. C'est-à-dire que si je baisse mon store à un moment donné, il va peut-être falloir que je le remonte à un autre moment de la journée. Très important aussi pour les écrans, son entretien. Il faut les entretenir, les nettoyer. Ça semble peut-être être du bon sens, on ne fait pas toujours, parce que si vous commencez à avoir en fait des projections dessus, votre œil va faire comme un autofocus, comme dans les appareils photo, il va zoomer sur la tâche et en fait il va se fatiguer parce qu'il va toujours se faire focus sur quelque chose qui n'est pas lisse. Donc déjà pour une règle d'hygiène, mais aussi pour un confort visuel, hein, bien nettoyer ses écrans. Et aussi ce que l'on dit en termes de luminosité, de bien ajuster en fait par rapport à la lumière ambiante de votre espace de travail. Si aujourd'hui je travaille dans un environnement très lumineux, naturel, très lumineux, je veux éviter les contrastes pour la fatigue visuelle. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais régler, c'est directement sur vos écrans, quand ce sont donc des écrans fixes, sur le côté droit en bas, vous avez déjà des pré-réglages. L'idée, c'est de ne pas créer des grands contrastes. Si je suis sur quelque chose de très lumineux, je vais chercher du coup une luminosité de mon écran plus importante, donc quelque chose un petit peu plus blanc, plus clair, et plutôt sur des temps d'hiver ou sur le soir quand on a une luminosité artificielle, donc de la lumière que vous avez, donc les néons, tous les types d'éclairage possibles. On recherchait une couleur un petit peu plus chaude, donc on sera plutôt sur des couleurs un peu plus jaunes et moins blanches. Et là, pareil, on pourrait ajuster. Toujours l'idée, c'est d'éviter le contraste. Par exemple, on voit parfois dans des bureaux très sombres un écran très très lumineux, et ça, en termes de fatigue visuelle, ça a une sensation de picotement, les yeux qui pleurent, ça c'est très très fatigant. Et surtout, je conclurai dessus, mais aussi des pauses visuelles. Voilà. Je laisse la main à ma collègue. Alors, donc, merci Aurélie. Alors, en fait, Aurélie, depuis tout à l'heure, effectivement, vous parle de l'écran et a laissé passer l'idée qu'effectivement, on ne pouvait pas travailler sur un écran à la fois, mais sur 2, voire 3. Donc, effectivement, de plus en plus dans les entreprises, dans le tertiaire, on retrouve du travail sur écran, mais avec 2 écrans. Et là, on va se rendre compte qu'il y a 2 configurations possibles. Soit vous aurez des écrans qui sont positionnés côte à côte, soit vous aurez un écran principal qui sera situé au milieu face à l'utilisateur et un autre qui sera sur le côté à droite ou à gauche. Alors, pourquoi choisir la première position avec les 2 écrans disposés côte à côte? En fait, cette disposition, elle est recommandée lorsque l'utilisateur passe plus d'un tiers de son temps à traiter beaucoup de données qui viennent de plusieurs sources et donc de plusieurs écrans différents. Donc, effectivement, des fois, vous avez des services, vous avez tellement de choses à gérer en même temps que cette nécessité d'avoir 2 écrans, effectivement, il faut que vous les ayez en face de vous et que vous soyez bien au milieu pour avoir une vue qui soit égale sur les deux écrans. Par contre, si vous avez un écran qui est un peu déporté sur la gauche ou sur la droite, on vous conseille déjà de le mettre à 15 degrés. Et en fait, cette disposition est plutôt recommandée lorsqu'on travaille majoritairement sur un seul écran. Donc, le second écran, lui, va être orienté à 15 degrés environ pour limiter les mouvements de rotation du cou et donc éviter ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, les TMS, les troubles musculo-squelettiques et les éventuelles douleurs qu'on peut avoir. Alors, on va se poser maintenant une autre petite question parce que bon, effectivement, on a vu tout ce qui concernait les écrans et tout, mais en fait, on s'est rendu compte aussi que beaucoup de gens travaillaient sur ordinateur portable. Donc, est-ce qu'un travail sur ordinateur portable permet une bonne position face à l'écran? Alors, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. On attend un peu vos réponses. Hein. Et à vous de nous dire si effectivement c'est une bonne idée de travailler sur un PC portable. Ils ont l'air doués, hein. Comment? Ils ont l'air doués. Oui, non, on a des pros du travail sur écran là.
Faux, faux, faux. Bon, faux. Très bien. On laisse répondre encore 2-3 secondes. Bon, bah, tout le monde a l'air d'être d'accord sur cette réponse. Effectivement, c'est faux. Alors, Mathieu, j'ai besoin de mon chef technicien qui me change ma slide. Merci, Mathieu. Normalement, c'est fait. Ah, voilà. Vous avez raison, Alors, Marie-Laure. Vous avez tout à fait raison. Voilà, oui, tout à fait. Alors, en fait, effectivement, on se rend compte que le PC portable, c'est un seul bloc, hein. Donc, effectivement, si on veut pouvoir appliquer toutes les consignes que nous ont données Aurélie et Mathieu depuis tout à l'heure en nous disant il faut que l'écran soit à la bonne hauteur, il faut que le clavier soit à la bonne hauteur. Malheureusement, là, le PC portable étant en un seul bloc, ça ne permet pas de mettre en place les distances de confort du clavier et de l'écran dont on a parlé. Et en plus, il n'est pas recommandé de travailler plus de 2 heures en continu sur un ordinateur portable. C'est déconseillé. Alors du coup, vous allez me dire, oui, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de remédier à cette situation, à cet inconfort? Alors en fait, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des solutions qui existaient. Et notamment, en fait, c'est de se servir de son PC portable un peu comme d'une tour et de pouvoir rajouter des accessoires annexes tels qu'un écran que vous allez fixer à votre PC portable et du coup, vous aurez les informations du PC portable sur l'écran fixe, mais aussi à rajouter un clavier et une souris qui vous permettront de pouvoir respecter les bonnes distances. Vous pouvez aussi, vu que c'est un ordinateur portable, rehausser le PC portable avec une station d'accueil ou un support écran, tout en continuant à utiliser en plus la souris et le clavier. Alors, je peux me permettre, Christelle, du coup, de faire un petit laïus sur cette slide, parce qu'évidemment, je pense que pour la plupart de nos participants vont dire ouais, chouette, je suis tout à fait d'accord avec vous, déporter un clavier, avoir un support, c'est top. Je voudrais faire une petite parenthèse parce qu'effectivement, aujourd'hui, peut-être pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans le cas de figure où vous avez un ordinateur portable pour pouvoir continuer votre activité en télétravail et que vous n'avez peut-être pas ce type d'équipement qui commence à se mettre en place quand l'entreprise met un accord télétravail en place. Hein. Là, on est vraiment quand on fait du conseil et quand on accompagne nos entreprises dans cette démarche-là, effectivement, on leur dit, si vous voulez que vos salariés travaillent dans des conditions les moins inconfortables possibles à leur domicile, il faudrait pouvoir leur permettre d'avoir accès à ce type d'équipement. Aujourd'hui, c'est sûrement peut-être pas le cas pour la plupart d'entre vous, mais vous êtes quand même aujourd'hui en train de travailler sur ce type d'équipement informatique et on peut essayer de trouver des substituts en fait avec ce que l'on a à la maison pour essayer de reproduire cette posture. Puisqu'en fait cette configuration, la configuration donc de droite, l'objectif effectivement, comme le disait Christelle, c'est de pouvoir recréer cette distance entre vous et l'écran, puisque elle est nulle entre l'écran et le clavier, puisque c'est un même bloc. Et que l'on dit, d'après le code du travail, qu'il n'est pas bon de travailler plus de 2 heures de manière consécutive sur un ordinateur portable, puisque comme l'indique son nom, c'est portatif, donc c'est pas sur des longues durées. Aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. Donc, pour pouvoir travailler d'une manière plus sédentaire et plus prolongée, il faut récupérer cette configuration-là et permettre en fait de recréer cette distance. Petite astuce que vous pouvez peut-être mettre en place aujourd'hui chez vous, c'est de placer votre ordinateur sur une pile de livres. Alors, je vous dis une pile de livres. L'avantage des livres, c'est qu'en fonction de leur épaisseur, ça vous permettra d'ajuster votre bonne hauteur, comme on disait tout à l'heure. On a tous des hauteurs différentes, donc d'avoir une bonne hauteur par rapport à l'écran. Donc, de poser, il est ouvert comme s'il était, mais du coup, il sera surélevé et vous aurez votre écran face à vous. Déjà, une pile de livres, ça peut être une boîte à chaussures. Évidemment, ça marche quand on a la possibilité de déporter un clavier et une souris. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est la petite astuce qu'on peut donner aujourd'hui. Et ce que je n'ai pas fait aussi sur le siège, on aurait pu, aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans une configuration où vous avez un siège réglable, si vous êtes sur une chaise ou un siège qui ne se règle pas, pour recréer de la hauteur, n'hésitez pas aussi par rapport à votre table
à votre table de là où vous travaillez, si vous travaillez par exemple dans le séjour ou si vous travaillez pas forcément sur un bureau. On n'est pas sur des hauteurs standards que l'on retrouve dans un bureau qui est entre 70 et 80 centimètres de hauteur. Une table, c'est beaucoup plus haut. Donc, de vous surélever avec un petit coussin sur votre assise. Et pareil au niveau des lombaires, de bien mettre quelque chose en bas du dos pour pouvoir apporter le soutien. Donc, voilà, c'est une petite astuce qu'on peut vous donner aujourd'hui. Si vous avez un clavier et une souris chez vous, on vous invite vraiment à annexer ces équipements à votre ordinateur pour pouvoir utiliser votre ordinateur portable, juste son écran en l'éloignant. Et effectivement, peut-être que certains d'entre vous n'auront pas de clavier et de souris déportés. Donc, vous ne serez pas en capacité de faire ce bon conseil qu'il faut essayer d'appliquer autant que possible. Et là, effectivement, nous n'aura pas de solution miracle. C'est-à-dire que on risque d'arriver sur la posture, je suis revenu un petit peu en arrière, sur la posture dos rond. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ces cas-là, il va falloir peut-être mettre en place une organisation différente pour vous lever régulièrement, pour ne pas rester en position assise prolongée. Parce que là, sinon, effectivement, comme on a dit, plus de 2 heures, ça peut quand même commencer à créer des tensions. Donc l'idée, c'est si techniquement vous arrivez à faire quelque chose pour rehausser votre écran et avoir un clavier, c'est parfait. Sinon, eh bien, effectivement, il risque d'y avoir des contraintes posturales. Alors n'hésitez pas dans ces cas-là à bouger régulièrement, à modifier votre position de travail, à passer des appels téléphoniques en position debout, etc. Enfin, en tout cas, vous organisez. J'ai peut-être un peu empiété sur une diapo plus tard, excusez-moi Aurélie, mais voilà. Pardon. Je voulais rebondir vraiment parce que... Alors, excusez-moi, je lis également la question. 70 à 80 cm, ça fait un peu haut. Je pensais que les recommandations étaient plutôt 68, 74, voire 76 cm. Pour les bureaux réglables, enfin pour les bureaux, on est sur du standard entre 72 et 74 sur des hauteurs de plan de travail, si c'est la question. Après, idéalement, si on parle de bureau, on est sur des bureaux réglables en hauteur. Idéalement, alors chez soi, c'est pas possible, mais en tout cas, c'est autant que possible. Au travail, c'est plutôt des bureaux réglables en hauteur. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Alors, on revient sur les diapos. Donc, Christelle, est-ce que c'était bon pour toi, Christelle? Oui, c'est bon pour moi. Eh bien, c'est parfait. Je crois que c'est moi qui reprends la main. C'est à toi maintenant. Alors, c'est à moi de poser une question. Effectivement, où est-ce que l'on positionne les documents papier? Est-ce que c'est entre le clavier et l'écran? Est-ce que c'est au bord du bureau? Est-ce que c'est à droite ou à gauche, hein, selon sa convenance? Qu'est-ce qui est préférable? Alors, je vois à droite. Alors, quelqu'un a directement un pupitre, donc là, c'est plutôt pas mal. Idéal. Entre le clavier et l'écran, à droite ou gauche? Je laisse encore les gens répondre. On voit que là, c'est varié par rapport aux autres réponses qui étaient plutôt fermes et définitives. Là, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et la dernière réponse, c'est les trois réponses. Alors, il y a une solution idéale. Et ensuite, on va dire, il y a des solutions alternatives selon la fréquence dont on utilise le papier. J'aurais tendance à répondre comme cela. Effectivement, idéalement, et si l'utilisation du papier est fréquente, on a tendance, en tout cas, on recommande régulièrement, ce qu'a dit une personne, c'est un pupitre, un porte-document. Comme ça, on peut mettre le document papier entre le clavier et l'écran. L'intérêt de cet aménagement-là, c'est que finalement, vous allez placer le document papier dans la zone visuelle de confort. Vous n'aurez pas à tourner la tête, rotation du cou qui peut être dérangeante. Vous n'aurez pas à baisser trop la tête si le papier est positionné au bord du bureau. Donc, on va limiter les mouvements de flexion. Donc, on va vraiment créer un confort au niveau cervical. En plus, l'intérêt, je dirais, c'est que ça permet aussi de créer un confort visuel parce que vous allez avoir une distance œil papier et œil écran globalement similaire. Donc, ça va réduire un petit peu les efforts visuels. Ça, c'est finalement quand on n'a pas forcément besoin de beaucoup prendre de notes. Alors après, il existe des pupitres avec une tablette amovible. Donc, je tiens la tablette, je prends mes notes et je repousse le pupitre. Ça, c'est une possibilité. C'est ce qu'on recommande autant que possible. S'il n'y a pas le pupitre, souvent, ce que l'on peut dire aussi, c'est on met un classeur. C'est incliné, ça permet de positionner le papier
légèrement incliné, de faciliter la prise d'informations visuelles. Ça, c'est ce que l'on recommande et c'est souvent ce que l'on met en place quand il y a des documents utilisés de manière intensive, régulière. Les comptables, enfin n'importe quel métier d'ailleurs, où il y a beaucoup de papier, ça peut être très intéressant. Pour autant, il ne faut pas écarter les autres solutions. C'est-à-dire que on pourra effectivement, si c'est ponctuel, si c'est de la prise de notes, etc., on peut se dire, bah tiens, pourquoi pas le mettre au bord du bureau ou à droite ou à gauche, hein, selon son confort. Mais alors, à droite, ça va peut-être éloigner encore plus qu'il y a souvent la souris, mais à gauche ou à droite, peu importe. En tout cas, il faut se les garder en tête, mais c'est surtout ce qu'il faut se dire, c'est être rigoureux et rigoureuse. C'est-à-dire que si je mets le papier sur ma droite, pourquoi pas m'écarter avec ma chaise? Je prends mes notes. Une fois que j'ai fini de prendre mes notes, je reviens face à mon écran, face à mon clavier et je me remets à saisir. Ou alors, je le mets au bord du bureau, donc ça veut dire que mon clavier va être éloigné. Je prends mes notes et une fois que j'ai fini de prendre mes notes, je positionne le papier soit à droite, soit à gauche, ou on le remet au milieu entre l'écran et le clavier. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que dès que je fais des tâches de saisie, il faut que le clavier soit positionné dans mes zones de confort. Un clavier trop loin, c'est des contraintes vraiment importantes au niveau du dos, si je me penche, ou au niveau trapèze deltoïde, donc épaule et haut du dos, si j'étends mes bras pour aller attraper le clavier. Donc, la recommandation habituelle, usuelle, je dirais, c'est entre le clavier et l'écran. Un petit classeur ou un pupitre, ça marche très bien. Le pupitre, évidemment, c'est très bien. Mais par contre, si le papier n'est pas utilisé très fréquemment, pourquoi pas soit au bord du bureau, soit sur le côté. L'idée, en tout cas, est ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet élément-là? Parce que nous allons passer maintenant à un autre élément. Donc s'il n'y a pas de questions, je relibère la parole, sinon on y répond volontiers. Donc on a parlé de notre outil principal de travail, hein, qui est l'équipement informatique, donc l'ordinateur, clavier, écran, souris. Néanmoins, on a d'autres équipements annexes, des petites choses qu'on a aussi besoin pour notre activité, aussi ne serait-ce qu'un pot à stylo, une agrafeuse, des supports documents pour, même si on sait que vous dématérialisez de plus en plus, il y a des activités où le papier restera pour le moment encore présent. Donc, ils ont besoin d'un espace sur votre poste de travail et leur espace aura aussi du sens par rapport en fait à leur fréquence d'utilisation. C'est ça qu'il faut déterminer. Est-ce que je prends mon classeur bleu tous les jours dans mon activité? Si oui, l'objectif c'est de le placer à un endroit où je vais le prendre de manière régulière et du coup il faut qu'il soit facilement accessible. Il faut que je ne sois pas en extension de mes membres supérieurs pour pouvoir attraper cet équipement. Par exemple, j'ai du téléphone tous les jours m'appellent. Est-ce que alors déjà, la petite question, du coup, est-ce que vous placez bien votre téléphone en fonction du fait que vous soyez droitier ou gaucher? Ça, c'est une petite astuce. Souvent, on me dit, moi, je l'ai laissé là parce qu'il était là, mais je suis embêtée parce que je suis droitière et il est à droite. Donc, du coup, je prends le combiné, je le passe à côté et puis j'écris parce que parfois j'ai besoin de prise de notes. Donc ça, c'est une petite astuce pour le placer. Déjà, mettez-le du côté opposé de là où vous écrivez, hein, si jamais. Et surtout, en plus, si vous avez une utilisation assez régulière, je pense que là, le port du casque a du sens. Donc, ne pas hésiter à utiliser un casque de téléphone. Donc, je parlais donc effectivement de la fréquence d'utilisation de vos équipements. Vous allez couper finalement votre bureau en trois zones. Primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, c'est ce dont j'ai besoin tous les jours pour mener mon activité. Donc, en l'occurrence, j'aurai mon clavier dans la zone verte, ma souris, puisque j'ai besoin de mon outil informatique. Et puis, si tous les jours, je dois agrafer à 50% dans mon travail, il faut que ça soit aussi dans la zone verte. Il ne faut pas que je sois en extension, parce que c'est le fait de répéter encore une fois le mouvement. Si toute la journée, vous avez besoin de quelque chose et que vous êtes obligé d'être en extension dans un mouvement, ou de faire un mouvement vers l'avant, c'est là où ça devient néfaste pour votre corps. Dans la zone secondaire, c'est que j'en ai besoin, mais pas toute la journée, de temps à autre. Et puis, dans la zone tertiaire, c'est plutôt des choses occasionnelles, ponctuelles, et auquel cas, ne pas hésiter à se lever de sa chaise pour atteindre ou aller chercher ce dont vous avez besoin.
Alors, le téléphone se positionne aussi en fonction de la fréquence d'utilisation, ce dont je vous parlais précédemment. Oui, les contraintes posturales, effectivement. Donc, si dans son activité, on sait qu'on a des appels réguliers, longs, ou qui nécessitent justement une saisie simultanée ou de l'écriture, donc là, en fonction de la fréquence, vraiment, on incite les entreprises à la mise en place de casques, ce qui se fait maintenant de plus en plus, pour vous libérer les mains et que du coup, vous pouvez faire deux tâches en même temps, hein, la communication et de la saisie ou de l'écriture. Par contre, après, voilà, une autre petite astuce, si vous êtes dans un bureau individuel, dans un espace plus confiné et vous ne risquez pas de gêner vos collègues, l'astuce, c'est de mettre en haut-parleur, comme ça, vous libérez vos mains et vous évitez de faire des mouvements de tête parce qu'évidemment, quand l'appel en plus commence à devenir un petit peu plus long, et surtout si on fait de la saisie, hein, autant le stylo on peut tenir et on peut écrire, autant sur de la saisie, on a besoin de ces deux mains. Donc voilà. Si on devait donc ponctuer cette partie-là, l'objectif principal, pour pas que ce soit mauvais pour le corps, c'est de bouger. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit en introduction, rester trop longtemps assis, c'est pas bon. Trop longtemps debout, les postures, en fait, il faut qu'elles soient variées. C'est pour ça aussi que parfois, quand on sensibilise des nouveaux projets de mise en place, on favorise des postes avec la possibilité de varier les postures, de pouvoir travailler assis et pouvoir travailler debout, parce que dans un idéal, ce serait ça. Si aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de le faire, on a un bureau fixe, eh bien, il faut se relever déjà, parce qu'il faut être en mouvement, ça fait du bien pour le retour veineux, pour mieux se rasseoir, parce qu'à un moment donné, la posture, elle est maintenue trop longtemps et du coup, elle est plie sur son siège, on a moins de soutien, on est moins bien. Il faut faire aussi des pauses visuelles, c'est-à-dire que plusieurs fois dans la journée, quelques minutes, regarder, en fait, plonger son regard loin de l'écran, parce que ça, c'est fatigant. Quand je dis pause visuelle, c'est pas je quitte mon écran pour regarder l'écran de mon téléphone portable, c'est une vraie pause, en fait, sur de l'interface, quelque chose en plus de lumineux. Hein. Donc, regarder son regard loin. Ne pas hésiter, par exemple, au lieu d'appeler le collègue pour lui passer une info, eh ben, d'aller à son poste, d'aller chercher une impression, voilà, de prétexter des choses. Et puis aussi, sur votre siège, je ne l'ai pas dit, sur le mouvement, quand vous avez un dossier qui peut se basculer vers l'arrière, moi, je parle de deux postures, la posture active et la posture passive. La posture active, c'est celle où on doit être bien soutenu parce qu'on est sur la saisie. Et la posture passive, ça peut être un appel téléphonique, la consultation. Relâcher les tensions dorsales en relâchant, en fait, le verrouillage du dossier pour pouvoir s'incliner et ouvrir un peu sur une tâche. Hein, ça peut être sur une tâche soit d'échange, soit d'appel, soit de consultation. Libérer un peu, ouvrir un peu l'angle, justement, membre inférieur et les membres supérieurs avec le bassin. Ça aussi, ça fait du bien. Donc voilà, donc il faut bouger et ne pas rester trop sédentaire. Hein. Donc des fois on est aspiré dans son activité et on ne se laisse pas de la matinée, donc ne pas hésiter, voilà, à alterner ces postures. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Sinon, nous allons passer à une autre diapo qui ne veut pas passer, mais je vais y arriver. Nous allons passer plus spécifiquement au télétravail. Donc on a fait un petit laïus là-dessus pour effectivement prendre en considération la période actuelle, qui est le télétravail et le confinement. Souvent aujourd'hui, là, le télétravail s'est mis en place dans l'urgence, ce qui fait que on n'est pas forcément les mieux équipés pour travailler. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit peu des bonnes pratiques, quelques conseils. Alors, on va pas être que sur l'installation, on va être un peu aussi généraliste et sur l'organisation du travail, mais c'est important de faire ce petit aparté sur le télétravail qui nous concerne pour la plupart aujourd'hui. Alors, tout d'abord, le premier conseil que l'on donne, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est de se mettre en condition pour télétravailler. Alors, on a différentes choses à mettre derrière ce mot-là, ce titre-là, mais déjà, aujourd'hui, j'ai mis la chemise parce que je savais que j'allais vous rencontrer et que j'allais prendre la parole pour faire ce webinaire. Donc, s'habiller comme pour aller travailler, c'est important. C'est vraiment important de garder cette habitude-là. Je m'habille, je fais comme si j'allais travailler. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, important de le garder en tête.
Après, ce qui est aussi important, c'est d'avoir des rituels. Alors, les rituels, ça peut être plein de choses, mais déjà, c'est de travailler à la même heure chaque jour. Idéalement, on essaye de travailler sur les horaires habituels de son entreprise. Pas toujours évident, hein, quand on a des enfants, quand on a plein de contraintes familiales, des contraintes personnelles, enfin, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, on essaye de travailler à la même heure chaque jour et d'instaurer des rituels, essayer de se dire, bah tiens, à cette heure-là, je fais ma pause café comme finalement je faisais au travail. Donc c'est vraiment essayer de se mettre en place des rituels de travail. Ces rituels permettront aussi de faire des pauses visuelles, passives, actives, enfin, toutes les pauses que l'on peut mettre en place. Ce qui est important aussi quand on fait du télétravail, c'est d'essayer de se mettre au calme, dans une pièce dédiée au télétravail. Je suis dans mon salon, c'est pas forcément dédié, mais je me suis organisé pour être tranquille. En tout cas, c'est une pièce qui est calme, euh, mais c'est vraiment important de se créer cet environnement-là. On se rapproche autant que possible de son aménagement que l'on aurait à son poste de travail habituel au travail. Et aussi, on va s'intéresser, on va essayer de faire attention à l'éclairage naturel, essayer d'en avoir une fenêtre à proximité, perpendiculaire aux fenêtres, c'est l'idéal, et aussi un éclairage d'appoint si nécessaire pour éclairer un papier ou pour éclairer si c'est un peu sombre chez moi, en tout cas pour avoir un éclairage adapté pour éviter la fatigue visuelle. Donc ça, c'est vraiment important de- d'y prendre, de faire attention à cela, parce que l'éclairage, c'est vraiment un élément important pour la fatigue visuelle. Ensuite, ce qu'on recommande, c'est de définir un emploi du temps, notamment pour pouvoir concilier la vie privée et la vie professionnelle. Ça, c'est aussi important. Pourquoi pas aussi avoir une to-do list, se dire aujourd'hui je fais ça. Ça peut être rassurant aussi parce que parfois on peut se dire mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je ne sais pas quelle va être mon activité parce que l'organisation est dégradée, évidemment, aujourd'hui dans ce contexte. Donc essayer de se faire une to-do list pour dire ok, aujourd'hui je dois faire ces éléments-là. Ça peut être rassurant pour le lendemain se dire voilà, je peux faire cela. Ensuite, à moins que Cécile veuille dire quelque chose, mais volontiers Cécile si tu veux. Ensuite, ce que l'on demande, c'est d'aménager son poste de travail. Pourquoi? Donc c'est l'aménager finalement comme on vient de le dire, autant que possible. C'est dans l'idéal. Pourquoi? Parce que chez soi, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une chaise avec un dossier qui n'est pas forcément adapté, avec un trou au milieu. On va peut-être utiliser le canapé. On va peut-être utiliser son ordinateur portable, c'est ce qu'on a vu également. Donc ça, ce sont des contraintes qui sont fortes. Et donc, c'est vrai qu'il va falloir s'adapter et se rapprocher autant que possible de ce que l'on a préconisé. C'est-à-dire que c'est ce que montrent les deux petites images en bas. C'est-à-dire que, bah oui, idéalement, j'ai un renfort lombaire, j'ai un clavier, une souris déportée et mon écran. Là, on a utilisé une boîte qui permet de rehausser l'écran. Ça peut être des astuces ou des livres, comme tu le disais Aurélie. En tout cas, c'est de se rapprocher autant que possible de cet environnement de travail. C'est vraiment important. Après, la diapo ne passe pas, évidemment. Excusez-moi. Ensuite, pour l'aménagement de son poste de travail, il faut bien évidemment s'adapter avec le matériel présent à son domicile. On n'a pas forcément tous un clavier et une souris déportés. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va travailler autant possible, donc avec une souris et un clavier et une souris déportée. Donc ça, c'est évidemment la base, c'est l'idéal. Sinon, eh ben, on va essayer de trouver la bonne association chaise-table pour avoir les bras relâchés. Effectivement, chez nous, on a pris des chaises qui nous plaisaient, on a pris une table qui nous plaisait, mais la hauteur est peut-être un peu plus haute que les bureaux standards. Les bureaux standards, c'est 72 cm ou 74, plus ou moins, en tout cas, on s'y approche. Et la chaise, elle n'est pas forcément idéale, mais quand on mange, allez, 20 minutes, une demi-heure, je dirais ça. Même moi, je mange un peu plus vite, mais on va dire que c'est à peu près la bonne base, 20 minutes, une demi-heure. Et à la rigueur, si on a les bras un peu surélevés, c'est pas trop gênant parce qu'on ne mange que ponctuellement. Donc l'idée, c'est pouvoir éventuellement de se rehausser. Alors avec une chaise, pourquoi pas? Avec un coussin, pardon. Avec un coussin, ça peut être une solution. Aussi, pour la bonne association chaise-table, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir quelque chose pour reposer les pieds à plat sur quelque chose. C'est un peu ce que je mets plus bas sur bricoler son repose-pied. C'est-à-dire que avoir les pieds en suspension, c'est pas forcément très très agréable. Donc ça peut être intéressant, une fois que j'ai trouvé la bonne association chaise-table, de se dire bah ok, je vais mettre une boîte à chaussures, je vais mettre une planche en bois, je sais pas, enfin je vais trouver une solution pour que mes pieds soient bien calés au fond, mes pieds soient bien posés sur quelque chose. Ça va me permettre à moi de me caler au fond de mon siège. Donc ça c'est vraiment aussi essentiel. Qu'est-ce que l'on peut faire aussi? Parce que
on aurait tous envie d'avoir un siège réglable avec un dossier ajustable en hauteur, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment aujourd'hui. Donc, on peut notamment mettre un coussin dans son dos. Ça va permettre de bien caler le dos, notamment au niveau des lombaires, au niveau de la cambrure. Donc, on va positionner le coussin à ce niveau-là pour rééquilibrer la colonne vertébrale. Ça peut être des solutions. Alors, effectivement, ce n'est pas l'optimal, mais en tout cas, ça permettra de se sentir soutenu et de limiter éventuellement des gênes que l'on pourrait avoir si on reste assis de manière prolongée. Après, on n'aura pas évidemment non plus d'accoudoir, et donc ça c'est ce que tu avais dit Aurélie, si on n'a pas d'accoudoir, que ce soit au bureau ou à son domicile, là ce que l'on va faire c'est qu'on va prendre appui sur le plan de travail. Ça c'est vraiment aussi important, parce que les bras sinon vont être sous tension. Ce qui est très important aussi, c'est que si vous n'avez pas un équipement idéal aujourd'hui en période de télétravail imposé avec des moyens minimums, parce que on n'a pas eu le temps de s'organiser, c'est important de changer de position de travail. Parce que si vous travaillez sur un PC portable sans outils spécifiques, vous allez risquer d'avoir le dos rond. Donc vraiment, ce qui me paraît vraiment important, c'est de changer de position, de se lever, de faire un appel téléphonique, etc. Et pourquoi pas aussi, c'est une possibilité, de se mettre en position debout. Est-ce que vous avez un meuble plus haut? Est-ce que vous avez un plan de travail qui vous permet éventuellement de vous rehausser, de passer en position debout? Ces alternances posturales, elles vous permettront de limiter les contraintes liées à la position assise prolongée. Et ça, vraiment, c'est ce que l'on vous recommande. C'est encore une fois, c'est ce que tu disais Aurélie, c'est de bouger et de bouger régulièrement. D'autant plus si on n'a pas un environnement optimal, comme on a pu l'exposer précédemment. À toi, Christelle. Alors, merci Mathieu. Alors, donc on a vu qu'effectivement, il fallait essayer d'aménager son outil de travail, son plan de travail comme on pouvait. Effectivement, il faut penser à d'autres choses aussi, c'est notamment s'organiser pour s'économiser, mais aussi pour pouvoir déconnecter. Alors, tout à l'heure, Mathieu le disait, effectivement, il faut définir les horaires de travail. Donc, dans l'idéal, si vous pouvez appliquer les horaires de travail que vous aviez au bureau, c'est vrai que vous faisiez 9h, midi, 14h, 18h. Si au maximum vous avez la possibilité de le faire, continuez à le faire parce qu'effectivement, ça vous permet de vous dire que vous êtes dans un cadre de travail et donc de garder certains réflexes que vous aviez au bureau. Alors après, l'autre difficulté, c'est qu'effectivement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous êtes en famille et la problématique, c'est que là, il va falloir peut-être se partager le PC pour 2 personnes, voire pour 3 ou plus, si les enfants sont obligés aussi de se partager le PC à la maison. Et du coup, en fait, vous n'allez pas pouvoir, en fait, dans cette période de confinement, d'appliquer les horaires que vous faisiez au bureau. Donc, soit vous allez travailler plutôt le matin, soit vous allez plutôt travailler l'après-midi. Mais du coup, il va falloir que vous arriviez à déterminer une période dans la journée où vous êtes disponible pour qu'on puisse vous joindre. Parce qu'effectivement, en tant que salarié, là, pour le coup, vous êtes dans le cadre du travail. Donc, si on a besoin de vous joindre, si vous avez de la clientèle, si vous avez des contacts avec vos collègues ou avec votre hiérarchie, effectivement, on a besoin de vous joindre. Si vous appelle pendant que c'est le moment où c'est votre conjoint qui lui fait du télétravail et que vous n'avez pas accès à votre email, à votre boîte mail par exemple, ça va être compliqué. Donc ça aussi, les horaires, il faut en tenir compte. Il faut aussi respecter sa pause déjeuner et manger équilibré. Alors c'est vrai que Mathieu disait tout à l'heure qu'il mangeait en 20 minutes. Effectivement, prenez le temps. Alors là, il s'avère que tous les repères qu'on avait de toute façon là ont disparu. Donc il faut vraiment se réadapter. Dans un sens, peut-être que on va prendre plus le temps parce que déjà, il va falloir préparer peut-être son repas qu'on avait peut-être pas besoin de faire avant parce qu'on allait manger au self et que là, tout était prêt. Et il va falloir essayer au maximum de manger le plus équilibré possible. C'est vrai qu'on a tendance, cette période, des fois, d'avoir à proximité, de privilégier peut-être le grignotage ou les bonbons, les gâteaux. C'est vrai qu'on est tenté, mais dans la mesure du possible, essayer de manger équilibré. C'est vrai que vu qu'on bouge moins, ça ne peut pas vous faire de mal. Et donc, je me permets juste de faire juste une petite parenthèse
pour Oui, dire, alors c'est de s'hydrater, effectivement, il faut bien manger et s'hydrater. bien sûr, Je voulais tout à juste fait. préciser que le groupe nutrition propose 10 recettes. Je les ai vues il n'y a pas longtemps, je les ai téléchargées, j'en ai fait une pour l'instant sur 10. Et ils ont proposé 10 recettes pour manger équilibré. Donc vous pouvez trouver ça sur notre site internet. C'est plutôt, j'ai trouvé ça plutôt sympa à tester. Donc vous pourrez aller le voir sur notre site internet spécifique Covid. Là, il y a un endroit pour alimentation et nutrition. Et vous le verrez, c'est. Bah voilà, Aurélien Matt les a mises d'ailleurs. Ah voilà, bah, super. Aurélien vient de mettre le lien, donc vous pourrez le faire. Vous pourrez aller voir ça. Donc voilà, donc oui, manger équilibré, ça a aussi son importance en cette période de confinement. Et il y a aussi, ce qu'on disait, hein, c'est mettre en place des pauses régulières et bouger. Alors c'est vrai que bouger, bon effectivement, on va pas pendant 3 heures aller faire son footing. Ça, on sait très bien que c'est pas possible. On a expliqué les règles pour bouger depuis tout à l'heure. Effectivement, ça passe par des pauses régulières. Donc ça va être des pauses visuelles toutes les 20 minutes. Ça va être des pauses actives où là, on va quitter l'écran des yeux et on va regarder un peu plus loin à l'horizon, mais aussi des pauses passive de 5 minutes toutes les heures. Et là, c'est histoire de souffler et de se détendre un petit peu, justement pour pouvoir un peu casser ce rythme où on est tout le temps les yeux sur l'écran. Et puis aussi, il y a quelque chose quand même de primordial, c'est le moment de prendre du temps pour soi. Alors là, pour le coup, être un petit peu égoïste, prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour faire quelque chose que l'on aime. Alors c'est vrai que si vous, votre plaisir, pour ceux qui ont des enfants à la maison, c'est justement de lire une petite histoire et de partager ce moment pour soi, mais avec ses enfants, bien sûr, c'est tout à fait, rien n'est interdit, bien au contraire. Mais il faut vraiment que vous pensiez à vous, que vous vous écoutiez aussi par rapport à ça, parce que sinon, effectivement, avec l'apport de toutes les infos qu'on peut avoir, plus le fait de perdre ses repères, il faut vraiment qu'on arrive à trouver du temps pour soi en cette période de confinement et pouvoir un petit peu déconnecter de tout ce qui se passe autour. Alors, du coup, avec cette histoire de confinement, en fait, on se rend compte que du coup, il y a de plus en plus d'isolement professionnel. Alors, bien sûr, vous allez avoir les personnes qui sont confinées et qui sont seules à la maison. Donc, déjà, elles sont, je dirais, c'est double punition puisque non seulement elles sont confinées, mais elles sont toutes seules. Mais en plus, il y a les personnes qui effectivement vont peut-être être en famille, mais vont être en isolement professionnel. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas de contact avec sa direction. Et ça, c'est très important d'être en contact régulier avec sa hiérarchie, son manager ou même ses collègues de travail. Essayer de voilà de s'appeler, de savoir un petit peu comment ça se passe. C'est vrai que c'est quand même primordial pour vous dire que vous êtes toujours ok, vous êtes toujours dans le cadre du là vous êtes à la maison, mais voilà vous faites partie d'une entreprise, vous êtes quand même vous êtes un salarié, vous avez des collègues, donc c'est bien d'entretenir ce contact. Et aussi, c'est bien d'avoir aussi toutes les informations que vous avez habituellement au bureau, donc avec la boîte mail, avec les serveurs inhérents à l'entreprise où vous travaillez. Donc, essayez, si possible, d'avoir le maximum de connexions habituelles que vous pouvez avoir pour savoir un peu ce qui se passe, parce que votre employeur, lui aussi, va vous donner des informations de son côté sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc, il faut que vous ayez accès à ces informations. Il faudrait aussi, effectivement, il faut faire un point régulier sur l'état d'avancement des travaux, des objectifs et de la charge de travail. Parce que par rapport à ça, effectivement, donc il y a plein de choses qui se font au niveau de l'entreprise, qui s'organisent hein, par rapport à cette période de confinement. Il y a peut-être, effectivement, il y a eu des réunions pour savoir maintenant comment allait se passer le management par rapport à ça. Les charges de travail que vous avez, effectivement, si votre charge de travail est trop importante, si vous communiquez pas, vous allez crouler sous le travail et puis vous allez peut-être ouvrir vos mails à 23 heures parce que vous avez passé toute votre journée à essayer de faire ce que vous aviez à faire. Donc, c'est vraiment important d'avoir un point régulier sur là où vous en êtes par rapport à par rapport à ce que vous devez faire par rapport à votre charge de travail. Vous pouvez aussi partager votre emploi du temps. Alors, le fait de partager son emploi du temps, c'est aussi parce que bon, il y a peut-être des périodes où déjà il y a des jours où vous ne serez peut-être pas, on va dire, en travail, puisque vous serez peut-être
Notamment, vous serez peut-être en congé, puisque suivant les entreprises, certains jours de congé ont été posés. Donc, bah, c'est vrai qu'on vous demande pas de participer à une réunion et qu'on dise pas, bah ouais, il n'a pas voulu, il est pas venu à la réunion. Bah non, mais à ce moment-là, vous ne travaillez pas. Donc, c'est vrai que si vous ne le partagez pas, si vous ne le dites pas, alors si vous êtes 3 dans une entreprise, ça va aller, l'info va vite passer, mais si vous êtes 250, ça va être plus compliqué. Donc, c'est bien de pouvoir partager votre emploi du temps et de se rendre compte aussi pour votre hiérarchie, de savoir un petit peu si effectivement vous n'avez pas beaucoup de choses en cours et justement faire le point. Et enfin, bah, mettre en place aussi des temps d'échange via des plateformes de communication. Les plateformes de communication, c'est pas ça qui manque. Alors, c'est vrai que si en plus on arrive à peu près maintenant tous à maîtriser un peu les webinaires, les meetings, les réunions en visioconférence. Et c'est vrai que c'est très important du coup, par le biais de ces plateformes, bah déjà ça fait du bien d'entendre, de voir ses collègues, de prendre des nouvelles, et en même temps, bah, ça permet de garder un pied dans l'entreprise et d'avoir une position active dans l'entreprise. Aurélie. Oui, pour ponctuer ce webinaire, bah déjà merci à tous de votre participation, de nous avoir accordé cette heure 30 en notre compagnie. Est-ce que vous avez des questions particulières? Si jamais vous avez des questions vraiment précises, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous laisser notre contact mail aussi pour que vous puissiez échanger directement avec nous. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez qu'on échange directement sur une question plus généraliste, auquel cas que je puisse partager avec tous les participants. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire et on tâchera de vous répondre au mieux et rapidement. Oui, donc effectivement, je vous ai donné mon adresse mail, mes collègues vont faire de même. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez peut-être plus de renseignements spécifiques. On va également vous faire parvenir un questionnaire de satisfaction, donc ce serait très sympathique de votre part d'y répondre. Comme ça nous permettra de voir un petit peu nos points de progression peut-être à mettre en place sur ce webinaire. Donc n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous. On est à votre disposition maintenant. On va laisser les gens partir tranquillement. Ceux qui veulent rester, vous pouvez rester et on répondra à vos questions. Et si vous souhaitez que ce soit plus tard, bah, prenez notre adresse mail et on répondra à votre question ultérieurement. En tout cas, merci de votre participation. Et sachez aussi qu'on a mis quelques petits liens tout au long du chat. On peut vous les remettre à la fin si vous le souhaitez, si vous souhaitez des informations plus spécifiques. Beaucoup. Merci à vous et bonne journée.